Mon nom n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, et le sang que mes mains n'arriveront jamais à laver. Pendant des années, j'ai vécu comme l'ombre d'un homme qu'on appelait El Tigrillo, Francisco Javier Arellano Félix, héritier d'un empire de mort et de cocaïne. Moi, j'étais son mécanicien, son soldat, son confident, et parfois son bourreau. Aujourd'hui, je parle parce que mes cauchemars me réveillent chaque nuit, parce que les fantômes de ceux que j'ai abattus refusent de me laisser respirer. Tijuana, milieu des années 1990, une ville frontière que mes parents avaient connue vivante, bruyante, pleine de travailleurs traversant chaque jour vers San Diego. Mais pour ma génération, Tijuana n'était plus qu'un champ de bataille. Les rues sentaient la poudre, les façades portaient les cicatrices des rafales, et la peur collait au pavé comme du chewing-gum. Dans ce décor, chaque regard pouvait être une menace, chaque voiture aux vitres teintées un présage de mort. J'avais 19 ans lorsque j'ai franchi la ligne invisible qui sépare les hommes ordinaires des sicarios. Rien n'avait préparé le jeune mécanicien que j'étais à ce qui allait suivre. J'ai commencé par réparer des voitures, par graisser des moteurs, sans savoir que bientôt je manipulerais des armes comme des outils quotidiens. Ce soir-là, quand deux hommes sont venus me chercher à la sortie de mon atelier, je n'imaginais pas que ma vie ne m'appartiendrait plus jamais. Je parle aujourd'hui, après des décennies de silence, parce que le poids de mes secrets m'écrase plus sûrement que n'importe quelle balle. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur, par loyauté, par instinct de survie. Mais je sais aussi que chaque choix a un prix, et que le mien fut payé par le sang d'innocents, par le cri d'une enfant tuée dans son sommeil, par la trahison de mon propre frère. Ce n'est pas une justification, c'est une confession. Parce que si je garde le silence, je deviendrai fou. Parce que si je parle, peut-être que quelqu'un comprendra que dans cet enfer qu'on appelle le cartel, personne ne sort indemne. Moi le premier. Je vais tout vous raconter. Comment un adolescent sans avenir est devenu l'homme de confiance d'un des capots les plus redoutés du Mexique. Comment j'ai appris à tuer, à commander, à vivre dans le luxe et dans la paranoïa. Comment j'ai cru appartenir à une famille alors que je n'étais qu'un pion. Et comment, à la fin, la seule chose qu'il me restait était la honte et la peur. Ce récit est ma vérité. La vérité d'un homme qui a vu trop de morts, trop de trahisons, trop de nuits sans sommeil. Si vous continuez à m'écouter, vous entrerez dans les entrailles d'un monde où la loyauté vaut plus que la vie, où l'amitié n'existe pas, où même le sang de votre frère peut devenir une dette à payer. Voilà ma confession. À partir de maintenant, je ne me tairai plus. Je suis né dans un quartier pauvre de Tijuana, à quelques rues de la frontière. Mon père nous a abandonnés quand j'avais à peine 6 ans. Il est parti un matin, une valise à la main, jurant qu'il allait trouver du travail de l'autre côté. Nous ne l'avons jamais revu. Il a laissé derrière lui une femme épuisée et 5 enfants qui n'avaient rien d'autre que la misère comme héritage. Ma mère travaillait 12 heures par jour dans une maquiladora, l'une de ces usines frontalières où les mains des femmes cousent sans relâche des pièces pour des entreprises américaines qui ne paient presque rien. Elle rentrait le soir, les doigts gonflés, le dos brisé, mais elle ne se plaignait jamais. Elle disait seulement « Tant que vous avez à manger, ça suffit ». Moi, je voyais bien que ce n'était pas suffisant. Les dettes s'accumulaient, les chaussures se perçaient, et nos assiettes se vidaient trop vite. Dans ce décor, j'ai grandi avec une colère sourde, une rage contre le monde, contre ce père lâche, contre cette frontière qui brillait la nuit comme une promesse interdite. À San Diego, de l'autre côté du mur, tout semblait facile. Les voitures neuves, les maisons propres, les sourires des familles. De notre côté, il n'y avait que la poussière, la bière tiède et les coups de ceinture quand on parlait trop fort dans la rue. J'étais l'aîné des garçons.
j'ai appris très tôt que je devais protéger les autres. Mon frère cadet, Raoul, était mon miroir brisé. Il avait cette étincelle de rébellion dans les yeux, cette envie de se battre contre l'injustice, mais sans réfléchir aux conséquences. Il volait des bonbons au marché. Il se battait à coups de poing pour un regard de travers. Moi, je le suivais. Je l'empêchais de finir à l'hôpital ou en prison. Mais déjà, je sentais que tôt ou tard, son feu allait nous brûler tous les deux. À l'école, j'étais un fantôme. Mes cahiers étaient tachés de graisse parce que je passais mes après-midi dans un petit atelier à réparer des vélos et des moteurs usés. La mécanique, c'était ma seule échappatoire. Chaque boulon que je serrais me donnait l'impression de tenir ma vie en place, de maintenir un ordre que le monde refusait de me donner. Mais combien peut gagner un adolescent en réparant des carcasses? Pas assez pour nourrir une famille. Je me souviens d'un soir, j'avais 15 ans. J'étais assis sur le toit de notre maison, une cigarette volée au voisin entre les doigts. Raoul est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a dit, « Un jour, on aura une Suburban noire, vitre teintée, comme ceux des Arellano, et personne ne nous manquera plus jamais de respect. » J'ai ri. Moi, je rêvais simplement d'un garage à moi, d'un endroit où je pourrais travailler tranquille, sans avoir peur qu'un client sorte un pistolet pour éviter de payer. Mais dans ses yeux, je voyais autre chose. L'obsession du pouvoir. La rue nous éduquait mieux que l'école. Dans le quartier, on savait déjà quels gamins finiraient en prison, lesquels deviendraient des dealers, lesquels disparaîtraient avant leurs 20 ans. On ne parlait jamais d'avenir, on parlait seulement de survie. Et pour survivre, il fallait s'endurcir, apprendre à encaisser les coups, à mentir, à voler, à se battre. Je ne suis pas devenu criminel par choix. J'ai été forgé par cette vie-là, par cette pauvreté qui écrase, par ce mur qui nous séparait d'un monde auquel nous n'aurions jamais accès. Quand j'ai commencé à travailler au garage de la Zona Norte, je croyais encore qu'il me restait une chance de rester propre. Mais chaque fois que je voyais passer les voitures blindées des Arellano, l'idée me traversait l'esprit. Eux, au moins, ils avaient réussi. Ils inspiraient de la peur, le respect. Moi, je n'étais qu'un mécanicien anonyme. C'est dans cette contradiction que j'ai grandi. Vouloir rester honnête pour ma mère, mais sentir que l'honnêteté ne me mènerait nulle part. J'avais la rage, j'avais le talent pour les moteurs, et j'avais surtout un frère incapable de rester hors des ennuis. Le cocktail parfait pour basculer du mauvais côté. C'était un mardi, la fin d'après-midi. J'avais fermé le garage un peu plus tôt que d'habitude. Le soleil déclinait derrière les collines et la poussière des rues s'accrochait à ma peau comme une seconde couche. Je m'essuyais les mains pleines de graisse sur ma salopette quand j'ai entendu le bruit d'un moteur puissant. Une Suburban noire, vitre teintée, s'est arrêtée juste devant moi. 2 hommes en sont sortis. L'un, grand et maigre, portait des cicatrices sur les mains, comme si chaque doigt avait déjà connu la lame d'un couteau. Il souriait, mais c'était un sourire qui glaçait le sang, une grimace de coyote affamé. L'autre, plus jeune, avait une arme à la ceinture, visible, comme si cacher ce pistolet aurait été une insulte à sa virilité. « Toi, t'es le frère de Raoul, non ?» demanda le grand en allumant une cigarette. Sa voix était douce, presque amicale, mais je sentais le piège dans chaque syllabe. J'ai hoché la tête, le cœur battant trop fort. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Le sourire s'est élargi. Le coyote allait mordre. Ton petit frère a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. 1 kilo de cocaïne. Ce n'est pas grand-chose pour nous, mais assez pour qu'on fasse de lui un exemple. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. J'entendais encore la voix de ma mère dans la cuisine, répétant qu'elle ne pouvait pas perdre un autre fils. Je voyais le visage insolent de Raoul, ses yeux brillants de défi. Et moi, j'étais planté là, incapable de respirer. « Tu as 2 options, » continua l'homme. « Soit tu payes la dette, soit tu travailles pour nous. » C'était dit avec une telle simplicité
comme si on m'offrait un choix de menu. Mais je savais déjà qu'il n'y avait pas de véritable choix. Nous n'avions pas l'argent. Et même si je voulais fuir, ils connaissaient nos noms, nos adresses, nos habitudes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le patio de ma mère, une cigarette après l'autre, fixant les lumières de San Diego, de l'autre côté du mur. Elles brillaient comme des étoiles inaccessibles, comme un autre univers où les enfants ne se faisaient pas recruter par des tueurs. Le lendemain, ils sont revenus. 3 voitures attendaient devant le garage, un BMW criblé de balles, une camionnette Ford avec le moteur détruit et une Malibu cabossée comme si elle avait traversé une guerre. Le grand homme m'a serré la main. Je m'appelle Georges, mais tout le monde me connaît sous le nom de El Sombra. À partir de maintenant, ce garage est aussi le nôtre. Ainsi, en une seule journée, mon atelier s'est transformé en base clandestine. Je n'étais plus un simple mécanicien, je devenais l'ombre de l'ombre. Les premières semaines ont ressemblé à un apprentissage silencieux. Je réparais, je blindais, je créais des compartiments secrets dans les voitures pour cacher des armes et de la drogue. C'était encore du travail technique, presque propre, mais je savais à quoi servaient ces véhicules. Chaque moteur que je rendais plus rapide, chaque vitre que je renforçais, rapprochait quelqu'un de la mort. El Sombra m'enseignait les règles. Jamais de vrais noms, jamais de questions, toujours à l'heure. Et surtout, jamais de trahison. La loyauté vaut plus que la vie, répétait-il. Tu peux perdre une main, un œil, une jambe, mais si tu perds la confiance, tu es déjà mort. Mon frère, lui, avait disparu. 13 semaines sans nouvelles. Quand il est revenu, il avait changé. Ses poignets portaient les marques de cordes. Ses yeux cherchaient constamment derrière lui, comme si chaque ombre pouvait être son bourreau. Il n'a jamais parlé de ce qui lui était arrivé, mais moi, je savais. Le cartel lui avait appris la leçon. Je n'étais pas encore un sicario, pas encore un assassin, mais la route était tracée. J'avais mis un pied dans l'engrenage et il n'y avait plus de marche arrière. Le soir où j'ai rencontré El Tigrillo pour la première fois, je n'étais pas prêt. Tout avait commencé par un simple ordre de Georges, El Sombra. Il est venu me chercher au garage, nerveux, une sueur glaciale sur le front malgré le froid de novembre. « Ferme tout, Marcos. Le patron veut te voir. » Je n'ai pas posé de questions. On n'en posait jamais. La Suburban s'est mise en route, traversant la zona norte, puis le centre de Tijuana, jusqu'aux collines de Chapultepec. Les maisons y étaient plus grandes, les rues plus silencieuses, comme si la peur elle-même n'osait pas y pénétrer. La villa devant laquelle nous nous sommes arrêtés ressemblait à un palais. Murs hauts, grilles de fer forgées, caméras fixées sur chaque angle. Dans la cour, une quinzaine de voitures étincelaient sous les lampadaires. BMW, Mercedes, pick-up blindés, modèles récents que je n'avais vus que dans les magazines américains. C'était une parade de puissance. À l'intérieur, le contraste était saisissant. Le marbre brillait sous les lustres, des tableaux coûteux ornaient les murs, et pourtant, partout, les armes remplaçaient les décorations. Des AK-47 appuyés contre les colonnes, des pistolets sur les tables, des hommes armés jouant aux cartes comme lors d'un dimanche en famille. J'ai compris alors que la violence n'était pas cachée, elle était exhibée comme un trophée. Dans le jardin, autour d'un barbecue gigantesque, un homme riait. Plus jeune que je ne l'imaginais, la trentaine, élégant, bien coiffé. Ses yeux, en revanche, n'avaient rien de chaleureux. C'étaient des yeux de prédateur. Georges m'a poussé doucement vers lui. « Patron, voici le mécanicien, celui dont je vous ai parlé. » El Tigrillo a levé à peine le regard, concentré sur la viande qu'il retournait. « Alors c'est toi le magicien des moteurs ?» Sa voix était calme, presque amicale. Mais sous la surface, il y avait une froideur qui glaçait l'air. J'ai répondu par un « Oui, Seigneur », en essayant de paraître sûr de moi.
Il s'est mis à rire, cette fois en me regardant droit dans les yeux. « Ici, pas de senior. Appelle-moi Javi, on est une famille. » Cette nuit-là, il m'a traité comme un invité d'honneur. Il m'a servi lui-même un morceau de viande, m'a offert un whisky plus cher que tout ce que j'avais jamais gagné, et m'a présenté aux autres comme si j'étais déjà un des leurs. Mais je savais lire entre les lignes. Cette générosité était une démonstration de pouvoir. Il m'invitait à entrer dans son monde, tout en me faisant comprendre qu'il pouvait, d'un geste, m'en expulser pour toujours. Vers 2 heures du matin, quand les rires s'étaient calmés, il m'a conduit dans son bureau. La pièce était différente du reste, pas de luxe ostentatoire, mais une table en bois sombre, des cartes de Tijuana et San Diego punaisées au mur, des livres annotés. Là, il a révélé ce que je redoutais. Je sais tout de toi. Je sais où travaille ta mère. Je sais que ta sœur fait des études d'infirmière. Je sais que ton frère essaie encore de se tenir tranquille. Ce n'était pas une menace. C'était pire. C'était un rappel que ma vie entière était désormais entre ses mains. Puis il a posé une main sur mon épaule. Mais je sais aussi que tu es un homme de parole. Georges dit que tu es fiable. J'ai besoin de gens comme toi. Pas juste pour les voitures. Pour tout. Ici, tu ne seras pas un simple ouvrier. Ici, tu seras de la famille. Famille. Ce mot, il l'a répété 10 fois au moins. Mais je comprenais ce qu'il signifiait réellement. Loyauté absolue, jusqu'au sang. Quand je suis sorti de cette maison, le soleil se levait déjà. Georges a conduit en silence puis m'a lancé un regard. Alors, qu'est-ce que tu penses du patron? Je n'ai trouvé qu'une réponse. Il a l'air d'un bon type. Georges a éclaté d'un rire sans joie. Oui, un bon type. Mais aussi le fils de pute le plus dangereux que tu rencontreras jamais. C'était ça, mon rite d'initiation. Je n'avais pas prêté serment, je n'avais pas signé de contrat. Mais j'avais accepté son regard, son pouvoir, sa main posée sur mon épaule, et ça suffisait pour me marquer à vie. On dit souvent que le premier meurtre change un homme à jamais. Je peux vous jurer que c'est vrai. Rien ne vous prépare à ce moment où l'on doit presser la détente, à ce silence lourd, juste avant le coup de feu, quand le monde entier semble retenir son souffle. Pendant des semaines, je n'avais fait que réparer des voitures, préparer des caches dans les moteurs, installer des vitres blindées. C'était encore un travail propre, presque rassurant. Mais Georges, elle son bras, m'avait prévenu. Tôt ou tard, le patron voudrait voir si j'étais capable de plus. Et ce jour est arrivé par une nuit de février 1996. Le téléphone a sonné à 3 heures du matin. « Hey Trabajo !» m'a dit Georges. « Dans 20 minutes au garage. » Quand je suis arrivé, 3 voitures m'attendaient. 2 Suburban et une Malibu que j'avais moi-même modifiée la semaine précédente. Georges était accompagné de 4 vétérans du cartel, des hommes au regard vide, des cicatrices dessinées sur leur visage comme un langage de guerre. « Tu conduis », ordonna-t-il en me lançant les clés. Dans la voiture, il m'expliqua la mission. Un distributeur du cartel, un certain Raphaël, avait détourné de l'argent. Pas beaucoup, quelques milliers de pesos par mois. Mais pour El Tigrillo, ce n'était pas une question de chiffres. C'était une question de respect. Si tu laisses un homme voler 5 000, demain ce sera 50 000. Et après, tout le monde pensera que tu es faible. Nous avons attendu Raphaël devant sa maison, près de la plage. À 6 heures, il est sorti pour emmener ses enfants à l'école. Je l'ai vu les embrasser, leur caresser les cheveux. Mon ventre s'est noué. Quand il est revenu, Georges m'a tendu un revolver. Tu le fais monter dans la voiture, et après, tu sauras. Raphaël n'a pas résisté. Il savait déjà. Dans ses yeux, je lisais une résignation terrible. 3 heures plus tard, nous étions dans un ranch isolé,
celui-là même où Georges m'avait appris à tirer. Sauf que cette fois, ce n'étaient pas des bouteilles en verre devant moi. C'était un homme attaché à une chaise. Georges a commencé l'interrogatoire. Tortures mesurées, précises, destinées à briser sans tuer. Raphaël a fini par avouer. Il avait volé non pas 5 000, mais 15 000 pesos chaque mois, pour payer ses dettes de jeu et entretenir une maîtresse. Il a donné des noms, supplié pour ses enfants, juré qu'il rendrait tout. Quand il n'avait plus rien à dire, Georges est venu vers moi. « C'est ton tour. » Je l'ai regardé, incrédule. « Mon tour pourquoi ?»« Pour tirer. Le patron doit savoir que tu es des nôtres. Ici, ce n'est pas optionnel. » J'ai senti le poids du revolver dans ma main. Raphaël me fixait, les yeux humides mais sans un mot. Je crois qu'il savait que supplier ne servirait plus à rien. Tout s'est passé en 30 secondes. Ma respiration saccadée, le goût métallique de la peur dans ma bouche, le doigt qui tremblait sur la détente. Et puis, le coup. Un seul tir à la nuque, comme Georges me l'avait appris. Le corps s'est effondré. Silence. Puis, l'odeur. Nous avons brûlé le cadavre dans un baril, l'odeur de chair et d'essence me collant à la gorge pendant des semaines. Georges m'a posé une main sur l'épaule. « Bien, rapide et propre. Tu t'y habitueras. » Et il avait raison. On s'habitue, trop vite. Quelques jours plus tard, El Tigrillo m'a convoqué dans un restaurant élégant du centre-ville. Des hommes d'affaires, des politiciens, y dînaient sans soupçonner qu'à une table, un capot validait l'avenir d'un nouveau soldat. « Georges m'a parlé, » dit-il en tranchant son steak. « Tu as fait ce qu'il fallait. » J'ai répondu d'une voix basse. « J'ai fait ce que je devais. » Il a levé son verre. « Exactement. Ce que tu devais. » Ce soir-là, en trinquant avec lui, j'ai compris. Je n'étais plus seulement un mécanicien. J'étais devenu un tueur, et il n'y aurait plus jamais de retour en arrière. À partir de ce jour, tout s'est accéléré. Le tir que j'avais donné sur Raphaël m'avait ouvert une porte invisible. Désormais, je n'étais plus le mécanicien, mais un homme qui avait prouvé sa loyauté par le sang. Et dans le monde d'El Tigrillo, cela valait plus que tout diplôme, plus que tout serment. Les missions se sont multipliées. Exécuter un traître, surveiller une livraison, escorter des camions blindés à travers les routes de Baja California. Chaque semaine, mon rôle grandissait, et avec lui, l'argent. D'abord 5 000 $ par mois, puis 10, puis des bonus en cash glissés dans une enveloppe par Georges après une opération bien menée. À 20 ans, je gagnais plus qu'un médecin, plus qu'un juge. Et pourtant, chaque peso était taché de sang. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'ivresse. Ce qui m'a vraiment transformé, c'était le pouvoir. La peur que je lisais dans les yeux des autres quand j'entrais dans un bar. Les sourires forcés des commerçants du quartier qui me servaient gratuitement. Même ma famille vivait mieux. Ma mère avait pu quitter l'usine. Ma sœur poursuivait ses études sans se soucier des frais. Pour la première fois, je me sentais maître de mon destin. Puis il y eut la massacre de la Mesa. Une opération qui allait graver mon nom dans la mémoire de tous les sicarios de Tijuana. Le renseignement venait du patron lui-même. Le cartel de Sinaloa tentait de s'emparer d'une route de contrebande dans le quartier de la Mesa. « Si nous laissons passer ça, nous sommes morts », avait dit El Tigrillo d'une voix glaciale. Nous avons préparé l'attaque pendant 2 semaines. 12 hommes, lourdement armés, grenades, fusils automatiques, des caisses de munitions comme pour une petite guerre. La nuit venue, nous avons encerclé la maison où se cachaient les sicarios de Sinaloa. À l'intérieur, ils avaient transformé l'endroit en forteresse improvisée. Le premier tir a brisé le silence, et en quelques secondes, l'air s'est rempli de plomb et de cris. Le combat n'a duré que 10 minutes, mais j'ai cru vivre une éternité. J'ai vu des hommes tomber, des murs s'effondrer,
des corps s'entassaient. Quand tout fut terminé, 11 cadavres gisaient dans et autour de la maison. Mais il y avait pire. Une balle perdue avait traversé la maison voisine et tué une petite fille de 6 ans, endormie dans son lit. Je me souviens encore de ses cheveux collés de sang, du silence brutal qui s'est abattu sur nous quand l'un de mes hommes a découvert son corps. « Et t'as bien ?» m'a demandé Georges en me fixant. « Oui, ai-je menti. À l'intérieur, j'étais brisé. Mais je ne pouvais pas montrer la moindre faiblesse. Dans ce monde, la compassion était une balle dans la tête. Le lendemain, les journaux parlaient d'un « règlement de compte entre narcos ». La mort de l'enfant n'était mentionnée qu'en une ligne, perdue au bas d'un article. Pour le public, ce n'était qu'une statistique de plus. Pour El Tigrillo, c'était une victoire éclatante. « Tu as prouvé que tu pouvais gérer une opération lourde », me dit-il avec un sourire de prédateur. « À partir de maintenant, tu n'es plus un simple exécutant, tu es mon opérateur de terrain. » Cette promotion changea tout. Désormais, je coordonnais les attaques, j'entraînais de nouveaux sicarios, je décidais qui vivait et qui mourait. Le luxe suivit. Une maison dans la zona Rio, un BMW flambant neuf, des liasses de billets sur la table de nuit. J'étais respecté, craint, envié. Mais dans le miroir, je voyais autre chose. Mes yeux n'étaient plus les mêmes. Ils avaient perdu leur lumière. La petite fille de la Mesa revenait chaque nuit dans mes cauchemars. Et au fond de moi, je savais. Plus je montais, plus je descendais en enfer. Être promu dans le cercle intime d'El Tigrillo, c'était entrer dans un monde parallèle. Un monde où la loyauté se payait en silence, où la peur devenait un langage commun, et où chaque sourire cachait un soupçon de méfiance. Il y avait des règles strictes, que Georges me répétait comme un catéchisme. Ne jamais parler aux étrangers, ne jamais évoquer le nom du patron hors de la maison, ne jamais oublier que chaque erreur, même minime, pouvait se solder par la mort. Nous appelions cela la ley del silencio, un code plus implacable que n'importe quelle loi écrite. Les soirées dans la villa de Chapultepec étaient des spectacles surréalistes. Au rez-de-chaussée, on organisait des banquets dignes des riches de Mexico. Vin importé, viande fine, musiciens de mariachi jouant jusque tard dans la nuit. Des politiciens locaux, des chefs d'entreprise, des officiers de police y passaient, riant aux éclats, en buvant le whisky que je n'aurais jamais pu m'offrir auparavant. Mais derrière les rires, il y avait des fusils appuyés contre les murs, des gardes vérifiant chaque couloir, et des conversations coupées dès qu'un visage inconnu apparaissait. Je me souviens d'une de ces fêtes. Une jeune femme riait, un verre de champagne à la main, pendant qu'à quelques mètres, dans une pièce à l'arrière, un homme attaché à une chaise subissait les coups d'un de nos vétérans. C'était ça, la vie à l'intérieur. Le luxe collé à la torture, l'or collé au sang. La paranoïa, elle, était constante. Je dormais avec une arme sous l'oreiller, une autre dans le tiroir. Je ne mangeais jamais 2 fois au même endroit. Quand je conduisais, je changeais de route chaque jour. L'ennemi pouvait être partout, la police, les Sinaloa, les traîtres au sein même du cartel. Entre nous, il n'y avait ni amitié véritable ni confiance absolue. Même avec Georges, qui m'avait servi de mentor, je gardais toujours une distance, car je savais qu'un ordre du patron pouvait suffire pour qu'il me mette une balle dans la tête. Nous étions liés par la peur, par l'argent, par l'ombre d'El Tigrillo. Rien d'autre. Et pourtant, le patron savait comment maintenir cette illusion de famille. Il nous appelait hermanos. Il nous offrait des montres en or, des voitures, des maisons. Lors de ses discours, il répétait toujours « Ici, personne n'est seul, nous sommes une famille. » Mais au fond, nous savions tous la vérité. La seule vraie famille, c'était la sienne. Nous autres, nous n'étions que des pièces interchangeables, prêtes à être sacrifiées.
La punition pour ceux qui enfreignaient le code était brutale. Un jour, un jeune sicario, nerveux, a parlé un peu trop fort dans un bar. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un terrain vague, les mains tranchées, un panneau planté dans la poitrine. Assi muer los que hablan. Voilà comment on entretenait le silence, par la terreur. Et moi, au milieu de tout ça, je montais les échelons. Chaque nouvelle mission réussie renforçait mon statut. Je n'étais plus seulement un exécutant. J'étais devenu l'homme que les autres regardaient avec crainte, celui dont on prononçait le nom à voix basse. Mais avec cette ascension venait une solitude glaciale. Je ne pouvais plus voir ma famille que rarement, et chaque visite était une mise en danger. J'évitais de regarder ma mère dans les yeux, car j'avais peur qu'elle y lise ce que j'étais devenu. J'avais peur qu'elle comprenne que son fils n'était plus un mécanicien, mais un assassin protégé par le luxe et prisonnier de la peur. C'était ça, ma vie dans l'organisation, un mélange d'opulence et de paranoïa, de fraternité forcée et de trahison permanente. Et plus je m'enfonçais dans ce monde, plus je sentais que je n'en sortirais jamais vivant. Avec le temps, j'ai compris que nous n'étions pas seulement une armée de tueurs. Nous étions aussi un rouage dans une machine plus grande, une toile qui s'étendait au-delà des rues de Tijuana. La violence n'était que la façade. Derrière, il y avait des accords, des poignées de main, des complicités qui liaient notre sang à des hommes en costume. Les soirées dans la villa du patron me l'ont révélé peu à peu. Assis à la même table qu'El Tigrillo, je voyais défiler des figures que je n'aurais jamais imaginées. Des députés, des policiers fédéraux, des hommes d'affaires souriants, parfois même des prêtres qui bénissaient nos repas, comme si le ciel pouvait fermer les yeux sur nos crimes. Tous venaient chercher quelque chose: protection, argent, vote, influence. Et tous repartaient avec des enveloppes pleines ou des promesses scellées dans le silence. Un soir, El Tigrillo m'a fait signe de le suivre dans son bureau. Sur le mur, une grande carte montrait les routes de contrebande, de Mexicali jusqu'à San Diego. Il pointa une épingle rouge avec son doigt. « Ici, dit-il, la police doit fermer les yeux. Tu sais pourquoi ils le feront ?» J'ai haussé les épaules. Il a souri. « Parce que nous leur payons leurs uniformes, leurs maisons, l'école de leurs enfants. Et tant que nous remplissons leurs poches, nous pouvons faire passer 10 tonnes de cocaïne sans qu'ils clignent des yeux. C'est ce soir-là que j'ai compris. Je n'étais pas un guerrier d'une guerre de rue. J'étais un pion d'une partie d'échecs où chaque pièce était achetée, déplacée, sacrifiée pour protéger le roi. Puis vint l'affaire Thomas. Il avait été l'un des lieutenants les plus proches du patron, un homme respecté, loyal depuis 10 ans. Quand nous avons découvert qu'il collaborait avec la DEA, la nouvelle a frappé comme une détonation. Georges m'a montré les preuves. Photos de rencontres avec des agents américains, enregistrements de conversations, documents transmis en secret. El Tigrillo était furieux, mais pas abattu. Il voyait dans cette trahison une opportunité. Montrer à tout le monde ce qui arrive à ceux qui osent défier la famille. Il m'a convoqué. « Je veux que ce soit toi, Marcos. C'est ta mission. Tu dois me prouver que je peux compter sur toi plus que sur n'importe qui. » Thomas fut enlevé à la sortie de la maison de sa mère. Nous l'avons conduit au ranch, ce même lieu où j'avais commis mon premier meurtre. Mais cette fois, tout était différent. Thomas savait exactement pourquoi il était là. Pas de supplication, pas de mensonge. Juste une demande: protéger ma femme, mes enfants. Pendant 6 heures, je l'ai interrogé. J'ai utilisé toutes les techniques que Georges m'avait enseignées. Électrochoc, brûlure de cigarette, entailles superficielles qui provoquent une douleur insupportable sans être mortelle. Thomas a tout avoué. Les noms des agents, les méthodes de communication, les informations vendues. Ce qu'il a révélé m'a glacé le sang.
La DEA connaissait beaucoup plus que nous ne l'imaginions. Des maisons de sécurité, des identités réelles, des complicités. Quand il n'avait plus rien à dire, il m'a regardé dans les yeux. J'ai tout dit. Tue-moi vite. Mais les ordres du patron étaient clairs. Pas de mort rapide. L'exécution devait être un exemple. Alors j'ai obéi. 3 heures plus tard, même Georges avait le visage blême. Nous avons laissé le cadavre dans une rue de Tijuana, avec un panneau planté dans la poitrine. Así mueren las ratas. Le lendemain, El Tigrillo m'a reçu dans son bureau. Moins de 5 hommes ont déjà fait ce que tu as fait sans flancher, dit-il. Tu es spécial. À partir de maintenant, tu ne répondras qu'à moi. Tu es mon bras droit. Cette phrase a scellé mon destin. Je croyais avoir gravi les échelons. En réalité, je venais de comprendre que je n'étais qu'une pièce de plus, promue pour être mieux utilisée, mieux sacrifiée le moment venu. En devenant le bras droit d'El Tigrillo, j'avais atteint ce que beaucoup de sicarios considéraient comme le sommet. J'avais une maison luxueuse dans la zona Rio, des voitures flambant neuves, des liasses de billets entassés dans mes tiroirs. Les gens se taisaient quand je passais, et mon nom suffisait à imposer le respect. Mais ce que personne ne voyait, c'était la prison invisible dans laquelle je vivais. Une cage dorée faite de peur, de paranoïa et de sang. En janvier 1997, le patron m'a confié une mission cruciale. Éliminer une cellule du cartel du Golfe installée à Mexicali. 20 hommes sous mes ordres, armés de fusils d'assaut, de grenades, de lance-roquettes. L'opération devait frapper fort, laisser une cicatrice pour que personne n'ose empiéter sur notre territoire. Nous avons attaqué 3 cibles simultanément, une maison de sécurité, un entrepôt et un bar servant de quartier général. J'ai dirigé personnellement l'assaut contre la maison. Les tirs ont commencé à 3 heures du matin. Le vacarme était infernal. Explosions, cris, vitres brisées. Le sol tremblait sous nos pas. En 20 minutes, tout était terminé. 14 cadavres gisaient au sol. 9 opérateurs du Golfe, 3 gardes, 2 femmes. Mais c'est le 15e corps qui m'a détruit. Un enfant, 8 ans à peine, retrouvé caché dans un placard. Une balle perdue l'avait tué. Je suis resté figé, incapable de détourner les yeux. L'un de mes hommes a demandé « J'ai fait. Qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai pris une inspiration glacée. Comme d'habitude, on brûle tout. Nous avons incendié la maison avec tous les corps à l'intérieur. Les flammes éclairaient la nuit comme un bûcher sacrificiel. Et moi, je regardais en silence, une boule de plomb au fond de la gorge. À notre retour à Tijuana, El Tigrillo avait organisé une fête triomphale. Musique, alcool, rire. Il m'a embrassé devant tout le monde. « Voici mon bras droit, l'homme qui a envoyé un message à tout le Mexique. » Tout le monde applaudissait. Moi, je voyais encore les yeux vides de l'enfant mort, mais je n'ai rien laissé paraître. Dans ce monde, douter équivalait à signer son arrêt de mort. Les années suivantes furent une spirale de violence. Chaque opération me rapprochait un peu plus de la folie. Je ne dormais plus. Chaque bruit de pas derrière moi pouvait être celui d'un traître. Chaque appel pouvait être une embuscade. Je changeais sans cesse de trajet. Je vivais armé même sous la douche. Je n'étais plus un homme. J'étais une ombre paranoïaque. Puis vint le coup fatal. Mars 1999. Le patron m'a convoqué d'une voix glaciale. « Viens à la maison. » Seul. Quand je suis arrivé, j'ai vu Georges et 2 vétérans. Au centre de la pièce, attaché à une chaise, le visage tuméfié, la bouche bâillonnée, mon frère Raoul. Georges m'a tendu une série de photos. Mon sang s'est figé. On y voyait Raoul, assis dans un McDonald's de San Diego,
en pleine discussion avec 2 agents de la DEA. L'un d'eux, je le reconnaissais, Mark Patterson, celui qui nous traquait depuis des années. J'ai senti mon estomac se retourner. Mon frère, celui que j'avais sauvé des griffes du cartel en acceptant de travailler pour eux, celui pour qui j'avais vendu mon âme, était devenu une taupe. El Tigrillo s'est levé, s'approchant de moi avec une lenteur calculée. Je voulais croire qu'il y avait une explication. Mais il n'y en a pas. Tu sais ce que ça signifie, compadre. Son regard m'a transpercé. Il ne me donnait pas un ordre direct. Il me tendait une condamnation, celle de choisir entre ma famille de sang et ma famille de sang versé. C'est ce soir-là que j'ai compris que mon ascension n'avait été qu'une chute déguisée. J'avais cru grimper au sommet, mais en réalité, je descendais pas à pas vers l'enfer. Et maintenant, l'enfer portait le visage de mon propre frère. Il n'y a pas de pire trahison que celle du sang. Quand j'ai vu mon frère Raoul, attaché à cette chaise, le visage tuméfié, j'ai senti le sol s'effondrer sous moi. Toute ma vie, je m'étais battu pour lui. C'est pour le sauver que j'avais accepté de travailler pour le cartel. C'est pour lui que j'avais franchi la ligne rouge, que j'avais tué, torturé et enterré ma conscience. Et voilà qu'il se trouvait là, désigné comme traître, accusé de collaborer avec ceux qui voulaient détruire notre monde. El Tigrillo s'est approché de moi, son regard dur comme l'acier. « Marcos, dit-il, la famille, c'est ce qui nous définit. Mais la loyauté doit toujours passer avant le sang. Tu comprends. Je comprenais trop bien. Il me mettait à l'épreuve. Si je refusais, il me tuerait. Si j'obéissais, je me tuerais moi-même. Georges m'a tendu une arme. Le silence était total, seulement brisé par les gémissements étouffés de Raoul. Ses yeux me suppliaient, mais je n'y lisais ni haine ni colère. Seulement une terreur brute, animale, et peut-être un reste de confiance, celle que son frère aîné allait le sauver une fois de plus. Mes mains tremblaient, tout mon corps criait de fuir, de retourner en arrière. Mais il n'y avait pas d'arrière, pas de sortie, seulement cette pièce, cette chaise, cette arme et le regard brûlant d'El Tigrillo. Alors j'ai pressé la détente. Le bruit m'a déchiré de l'intérieur. Le corps de Raoul s'est affaissé, et avec lui, une partie de mon âme s'est éteinte pour toujours. Je n'ai pas pleuré, pas un son, parce que dans ce monde, même les larmes étaient interdites. Après cela, plus rien n'a eu de sens. J'ai continué à travailler pour le patron, mais je n'étais plus qu'une coquille vide. Les nuits sont devenues des abîmes sans sommeil, peuplés de fantômes. Je voyais Raphaël, la petite fille de Lamesa, Thomas et désormais Raoul. Tous me regardaient, tous me condamnaient. Chaque visage brûlait ma mémoire comme une cicatrice impossible à effacer. C'est cette culpabilité qui m'a finalement brisé. Je n'ai pas été arrêté par la DEA, je ne me suis pas rendu à la police par courage. Non, je me suis confessé parce que je ne pouvais plus respirer. Parce que chaque silence, chaque nuit, chaque ombre derrière une fenêtre me rappelait que j'étais déjà mort à l'intérieur. Aujourd'hui, en racontant tout cela, je ne cherche pas le pardon. Je sais que rien ne pourra effacer ce que j'ai fait. Les innocents que j'ai tués ne reviendront pas. Les familles détruites par mes mains ne trouveront jamais la paix. Je parle parce que c'est la seule arme qu'il me reste. On croit souvent que les cartels sont dirigés par des monstres visibles, des capots entourés de gardes, de voitures et de luxe. Mais la vérité est ailleurs. Les véritables patrons ne se montrent jamais. Ce sont les politiciens qui signent des accords derrière des portes closes, les banquiers qui blanchissent l'argent, les policiers qui détournent le regard, les hommes en costume qui dînent dans des restaurants chics. Nous, les sicarios, nous étions juste la chair à canon, les exécutants visibles d'un pouvoir invisible. Alors voilà ma conclusion, ma seule philosophie après tant d'années. Dans ce monde, les vrais patrons ne portent pas d'armes, ils portent des cravates. Les vrais patrons ne tuent pas de leurs mains, ils laissent des hommes comme moi le faire à leur place.
Les vrais patrons sont toujours invisibles.